Mais pour commencer cette quotidienne, donc le témoignage de Victor. Victor qui a été victime de viol par un adolescent de 15 ans alors que lui avait à peine 7 ans. En fait, Victor grandit à Saint-Léger-les-Domarts, c'est en Picardie, dans une ambiance familiale compliquée, l'argent manque souvent et les relations entre ses parents sont extrêmement violentes. Le jeune garçon et ses frères et sœurs assistent souvent à des scènes de violence physique et verbale. Pour échapper à ce climat, Victor prend pour habitude de se réfugier dans les bois qui entourent la maison. Avec ses amis, il joue et il oublie ainsi son quotidien difficile. Des enfants construisent même une cabane qui devient vite un refuge pour Victor. Mais la vie de Victor va basculer dans l'horreur quand il fait la rencontre de Luc, un adolescent d'une quinzaine d'années. Un jour, le jeune homme qui le sent fragile lui propose d'être son protecteur. Mais après quelques semaines d'amitié, Luc fait comprendre à Victor que cette protection a un prix. Et dans la cabane qu'émettant le petit garçon, l'adolescent va lui faire subir des attouchements. Sous le choc, Victor garde le silence, mais les agressions sexuelles vont se répéter puis se transformer en viol. L'ado impose des pénétrations et des fellations au petit garçon. Terrifié, Victor tente de se confier à sa mère sur ce qu'il vit. Mais choqué par les propos de son fils, elle va l'accuser d'être un pervers. Victor se mure alors dans le silence et continue de subir les assauts de Luc pendant 3 longues années. Nous sommes à Saint-Léger-les-Domarts, en Picardie. C'est ici que grandit Victor, avec ses parents et ses 6 frères et sœurs. Cette famille nombreuse vit dans une petite maison HLM avec un grand jardin fleuri. Mais derrière cette vie en apparence paisible, se cache une réalité plus sombre. En effet, les parents de Victor ne cessent de se disputer violemment. Et le petit garçon, chétif et peureux, ne supporte plus ce climat de violence. Pour échapper à son quotidien, à 7 ans, il a l'habitude d'aller jouer en pleine nature, dans un bois, proche de chez lui. Les enfants du quartier y ont construit une cabane et c'est l'endroit préféré de Victor. Mais l'enfant est loin d'imaginer qu'elle deviendra également le lieu de toutes ses souffrances. Un jour, alors que Victor pleure dans le bois, Luc, un adolescent d'une quinzaine d'années, s'approche de lui. Et il semble vouloir le consoler et tenter de le rassurer. Tout en séchant ses larmes, il lui promet sa protection. Et pendant plusieurs semaines, l'adolescent se présente comme un confident et un protecteur. Mais un après-midi, Luc invite Victor dans la cabane. Et lorsque l'enfant arrive, il découvre que Luc a aménagé un petit lit de fortune. Très vite, il demande à Victor de s'installer. Et il commence à lui caresser les cheveux. Mais l'adolescent ne s'arrête pas là. Il déshabille Victor et se met à lui caresser les fesses. Interloqué, Victor le supplie d'arrêter. Mais Luc refuse. Il affirme que sa protection a un prix et que désormais, Victor est devenu sa femme. Honteux, l'enfant se mure dans le silence. Et à la maison, personne ne remarque sa détresse. Son agresseur va alors continuer à agir. Forcé à se rendre à la cabane, Victor subit désormais le pire. À chaque rendez-vous, Luc demande au petit garçon de se déshabiller. Il lui impose désormais des fellations, mais aussi des pénétrations. L'enfant pleure de douleur. Après chaque acte, il vomit et perd l'appétit. À 7 ans, Victor se renferme sur lui-même et perd beaucoup de poids. Il est pris d'un profond mal-être et ne souhaite plus se rendre à l'école. Mais un matin, Victor a une idée. Il pense qu'en détruisant la fameuse cabane, Luc ne s'en prendra plus à lui. Il décide alors de se rendre sur les lieux et de tout saccager. Pourtant, il n'est pas au bout de ses peines, car très vite, son agresseur s'en rend compte et n'hésite pas à aller frapper à la porte des parents de Victor.
En toute impunité, il demande ainsi à la mère de famille que Victor vienne désormais jouer dehors avec lui. Cette fois, Luc va violer Victor dans un recoin de la forêt. Et il lui inflige une pénétration si violente que l'enfant perd connaissance. Quelques minutes plus tard, Victor revient à lui et il s'aperçoit que Luc l'a abandonné gisant au sol à la sortie du bois. Pour la première fois, le petit garçon pense mettre fin à ses jours. Mais en rentrant chez lui, Victor trouve la force de se confier à sa mère. Il lui livre alors les détails de ce qu'il a subi. Et contre toute attente, la mère de famille ne semble pas réagir. Pire, elle accuse son fils d'être un pervers et d'avoir inventé les détails sordides. Il faut dire que, issu d'une famille très religieuse, le sexe est un sujet tabou à la maison. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Victor. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Merci à vous. Sur ce plateau. On parlait juste à la fin du reportage de votre famille et c'est vrai que vous étiez dans une famille très catholique. Oui, surtout ma maman, oui. Surtout votre maman, famille portugaise, très catholique. Vous êtes l'avant-dernier de 7 enfants. Oui. Et en 1972, votre famille va aller s'installer dans le nord de la France, en Picardie, dans le fameux village de Saint-Léger-les-Domards. En fait, le cadre est plutôt joli. Oui, oui, tout à fait. C'est une maison individuelle avec un jardin fleuri. Voilà, tout à fait. C'est plutôt sympathique, mais en revanche, à l'intérieur de la maison, les choses sont plus compliquées. C'est plus sombre. C'est plus sombre. Pourquoi ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? En fait, moi, je n'ai connu que disputes de mes parents depuis petit. Ça a toujours été tout le temps des disputes. J'ai pas de souvenir de jours sans dispute, alors qu'il y en a eu, bien évidemment. Mais dans mes souvenirs d'enfant, je n'ai pas de souvenir qu'il n'y ait pas de dispute une journée dans une semaine. Des disputes, c'était quoi ? C'était le ton qui montait entre eux ? Le ton, ça en venait aux mains, puisque... Ça en venait aux mains, Ça en venait aux mains. Ah oui. Donc moi, on me dit, enfin je me rappelle pas, on me dit quand j'étais plus petit, au début quand on est arrivé, qu'avec ma sœur on se blottissait tous les deux en fait dans un petit coin. Quand mes parents se disputaient très fort, les plus grands essayaient de vous protéger, d'essayer que ça s'arrête, mais c'était pas évident. Et nous on était tous les deux dans un petit coin blotti, mais moi je m'en rappelle pas, c'est mes frères qui me l'ont dit après par la suite. C'est vrai que se retrouver dans une situation comme ça, c'est compliqué. Vous aviez tendance à sortir de la maison, d'aller vous réfugier ailleurs ? Moi, la nature, pour moi, ça a toujours été mon... Même aujourd'hui, d'ailleurs, hein, la nature, ça a toujours été mon havre de paix. Je sais pas si... Enfin, pour moi, c'est un refuge. C'est un refuge, voilà. La nature, c'est un refuge pour moi. Et à l'époque, c'était déjà ça. Mais vous-même, vous étiez victime de violence ou pas du tout dans la maison ? Non, pas du tout. C'était juste entre votre père C'était que ma mère et mon père, oui. Et vous aviez du mal à supporter, au fond, cette ambiance oui, très complètement. difficile. Parce que il y avait aussi les voisins qui entendaient. Des fois, c'était dans la journée, les week-ends. Enfin, c'était... quand on est enfant, on a un peu honte aussi après. Hein, parce que même après ce qui m'est arrivé, ça a continué jusque très loin. Vous en parliez avec vos autres... Puisque vous étiez 7 dans la famille, vous en parliez avec vos frères et sœurs ? Ou c'était compliqué ? Ça arrivait d'en parler, mais c'était un peu compliqué dans le sens où il y a quand même des écarts d'âge qui sont proches, mais il y a des écarts d'âge qui sont très, très lointains. Donc mon frère le plus âgé, lui, il va avoir 72 ans, si je ne me trompe pas. Et j'en ai un autre qui va avoir 61, voilà. Avec ceux qui sont un peu proches, non ? C'était pas... Enfin, c'était pas proche, on n'était pas proches. Enfin, il y a toujours eu des petites discordes entre frères et sœurs, peut-être dues aux disputes des parents. Ouais. Ce qui est étonnant, au fond, c'est que dans une famille comme ça, où vous pourriez tous être unis, oui, complètement. Justement, face à cette violence des parents, il pourrait y avoir une solidarité entre frères et sœurs. C'était pas du tout le cas, non. Au fond. Et vous avez assez peu de souvenirs avant 7 ans. Je n'ai pratiquement aucun souvenir. Beaucoup de choses qu'on vous a racontées. Oui. Un peu comme si c'est à 7 ans le choc que vous allez avoir et qu'on a commencé à raconter, ça allait être un peu le début de vos souvenirs. C'est ça. C'est-à-dire que quand je suis venu en France, j'avais 4 ans. Je n'ai aucun souvenir En fait, c'est une péripétie pour venir, parce qu'on est venu clandestinement. En fait, mon père, lui, non, mais ma mère, oui, avec tous ses enfants, à pied, en train, enfin voilà. Vous êtes venu du Portugal ? Du Portugal, oui.
Et donc, est-ce que c'est ça a joué sur mon inconscient, ou je sais pas comment on dit, sur mon subconscient, j'en sais rien, mais en fait, ça a joué peut-être, le fait que j'ai oublié justement les moments de ma jeunesse, peut-être ça a aidé. Ce garçon, Luc, vous allez le rencontrer à quel moment? Mais c'était un voisin. Et de souvenir, je l'ai rencontré à 7 ans, puisque je ne me rappelle pas de l'avoir rencontré avant. Mais vous avez eu des relations normales, j'ai envie de dire? C'était un ami à mes frères. Ouais. Parce qu'il avait 15 ans. Oui, oui, 14-15 ans. 14-15 ans, vous aviez 7 ans. Donc c'est vrai qu'a priori, il n'y a pas trop de contact entre un garçon de 7 ans et un garçon qui a 14-15 ans. Surtout à l'époque, on faisait bien la différence entre les jeunes, les plus jeunes. Enfin... Oui, puis entre 7 et 14, c'est vrai qu'il n'y a que 7 ans, mais il y a beaucoup dans l'évolution, voilà, tout à fait. et dans la mentalité. La première fois que vous lui parlez, vous vous en souvenez? La première fois que je lui parlais, je lui avais déjà parlé 2 ou 3 fois quand il était avec mes frères, en fait. Et il était sympa? Il était plutôt... J'ai pas vraiment souvenir des conversations, mais je sais que je lui avais parlé 2-3 fois quand il était avec mes frères. Ce garçon, en fait, il va vous proposer sa protection dans un premier temps. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, en fait, il savait qu'à l'école, voilà, moi j'étais, aujourd'hui, ça serait différent. J'ai plus le même gabarit, mais à l'époque, voilà, vous étiez assez mince. Voilà, j'étais chétif. Chétif, j'étais petit, j'étais mince. J'avais peur de beaucoup de choses. Peut-être dû aux disputes, je ne sais pas, hein, des parents, mais j'avais peur. J'avais peur de beaucoup de choses. Et cette personne-là m'a aidé quelques fois. Et en fait, voilà, c'est devenu un peu mon protecteur, en fait. C'est devenu mon... Mais il va y avoir une fois en particulier, vous allez être attaqué par un chien. Oui. Je crois, et il va vous venir en aide. Oui. Et c'est là, en gros, où il va prendre ce rôle de protecteur bien en main, et il va vous donner rendez-vous dans la cabane, dans cette fameuse cabane dans le bois à ce moment-là, et vous y allez, vous, sans crainte? Oui, je l'avais déjà vu, c'était pas un inconnu, hein, je l'avais déjà vu avec mes frères. Il venait de me sauver la vie, entre parenthèses, puisque pour moi, c'était ce qui m'était arrivé, hein, puisque le chien me suivait, c'était un berger allemand quand même. Et donc, j'étais petit, et... Évidemment, pour moi, c'était un protecteur. Voilà, c'est Superman qui est venu m'aider, quoi. J'avais confiance en lui. Et quand vous arrivez, ce premier rendez-vous dans la cabane, il va se passer quoi? Le premier rendez-vous dans la cabane, ça a été soft, en fait, entre parenthèses. Ça a été l'accroche. Je pense que c'était il a jeté l'hameçon pour que je fasse à l'hameçon, en fait. Ça a été... il parlait gentiment, voilà, c'était des petites caresses, mais dès qu'il a commencé à descendre... Enfin, dès la première fois, vous dites c'est soft, mais malgré tout... Non, mais je veux dire c'est soft dans le sens... Bien sûr, voilà, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des gestes. Il y a quand même des gestes dès la première fois. C'est-à-dire qu'il vous caresse les cheveux. Les cheveux, ça va, voilà, on caresse les bras, ça va, les épaules, ça va. Mais dès qu'on arrive aux fesses... famille chrétienne, on a toujours... Voilà, ma mère, voilà, elle nous a toujours dit, il faut... Voilà, bien sûr. Et vous vous rendez compte, donc, que quelque chose ne va pas? Voilà, si on me touche mes fesses, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous lui dites? Oui. Qu'est-ce qu'il vous répond? Que, il me répond qu'il faudra que, de toute façon, que je ne dise rien, que je me laisse faire, si je veux continuer à avoir sa protection. Et donc, au début, voilà, moi, je dis pas grand-chose, je dis, ça me choque, mais en fin de compte, d'un côté, je me dis, ok, il m'a rien... explique que c'est le prix à payer. Au départ, je me dis, il m'a rien fait de mal. Bon, d'accord, il a peut-être mis sa main sur mes fesses. C'est le souvenir que j'ai, il m'a mis la main sur les fesses, mais il n'a rien fait de mal. Donc, je le garde quand même, entre parenthèses, comme protecteur, c'est ça, en fait. Il vous explique que c'est le prix à payer. C'est le prix à payer, voilà. Si vous voulez qu'il continue à vous protéger. Voilà. Moi, je pensais qu'il voulait me demander autre chose, hein. Genre, je sais pas, jouer au foot, faire des arcs, des flèches, quoi. Enfin, des trucs de gamin. Oui, d'enfant, quoi. Mais en fait, c'était pas du tout son but. Ça va recommencer ensuite, plusieurs fois. Oui. Et il va aller de plus en plus loin. Oui. En fait, par la suite, c'était... de toute façon, c'était les caresses, ça a toujours été les caresses. Hein. C'est-à-dire la première année, ça a été les caresses et la masturbation. Voilà, il mettait son sexe juste entre mes jambes, mais sans pénétration. C'était ça qu'il faisait tout le temps, quoi. Et il se masturbait avec son sexe dans vos jambes, en fait. Voilà. C'est ça. Donc ça, pour moi, c'était terrible. Mais... Vous pensiez quoi à cette époque, vous en souvenez?
Parce que vous dites c'était terrible. C'était terrible dans le sens où je voulais que ça s'arrête, parce qu'en fait, dès le départ, je voulais que ça s'arrête, mais je ne savais pas comment m'y prendre parce que je savais très bien que ma mère, je savais plus ou moins comment ma mère aurait réagi, pas comme ça quand même. Je pensais qu'elle aurait réagi quand même un peu différemment, mais je pensais réussir à le dire à mes frères ou à mes sœurs, parce que j'ai quand même une sœur qui est âgée, et donc, et en fin de compte, j'ai pas réussi, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'il me faisait peur aussi. Oui, c'est ça, il vous terrorisait en fait. Oui. Il vous avait sous emprise. Complètement. En fait, et il vous terrorisait. Il faut rappeler que vous avez 7 ans. À ce moment-là, lui en a 14-15. Lui, physiquement, c'est déjà un homme. Oui. Donc il est forcément plus impressionnant que vous dans ce moment-là. Un jour, vous allez retourner à la cabane et vous allez croiser Luc qui est en train de refaire cette cabane, de la remettre en état. Ouais. Il dit que c'est pour vous faire plaisir. Oui. Mais c'était plutôt pour lui se faire plaisir, puisque le fait qu'il la remette en état, c'était pour qu'il y ait son petit coin. Il aimait appeler ça son petit coin d'amour, en fait. Son petit, voilà, c'était son lieu où on se rencontrait, où on se rencontrait. Où il vous attirait et voilà. où il vous faisait des gestes déplacés. Il y a une chose, moi, il y a une phrase qui m'a surprise, parce qu'il vous dit à un moment, je suis l'homme et tu es ma femme. Oui, il me le disait tout le temps. Après, il me l'a toujours. Dès la première fois qu'il m'a dit, tu es ma femme, c'est toujours resté en fait. Il m'appelait ma femme, il m'appelait plus par mon prénom. Il vous appelait ma femme? Oui. Il m'appelait plus par mon prénom. Et quand on a un petit garçon qui a 7-8 ans, c'est très troublant quand même de vivre ça, non? Oui. C'est très dur. C'est très dur. Et quand j'y repense, je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à tenir autant de temps, en fait. Et à réussir à m'enlever ça de la tête aussi, parce que c'est des choses qui restent, la vie. Hein. Parce qu'il y a les gestes, bien évidemment, il y a les agressions sexuelles, mais je trouve que dans les mots, en fait, il nie votre identité de jeune garçon, en fait. Oui. Et on sait que vous êtes tout jeune, vous avez 7-8 ans, donc vous êtes en formation dans votre tête, forcément, à cet âge-là. Et le fait de vous appeler plus que ma femme, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est violent. C'est troublant. Ça vous a troublé? Oui. Choqué. Mais je n'avais pas le choix. J'avais ces menaces sur les épaules, donc... Avec la volonté d'en parler, à un moment? Avec la volonté d'en parler. J'ai toujours eu la volonté d'en parler. Mais c'était très compliqué. À cause de l'éducation religieuse que vous aviez reçue? C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où c'était plutôt la peur. C'était plutôt la peur que j'avais de lui. Mais après, il y a eu aussi le côté, si je dis quelque chose à mes parents ou à mes frères, est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils font les choses nécessaires? Enfin, il y avait plein de choses qui s'en mêlaient dans ma tête à cette époque-là. Il va passer des étapes, en fait, puisque ça a duré 3 ans, au fur et à mesure, plus le temps passe, plus il passe des étapes. On a compris qu'au départ, c'était de simples caresses. Ensuite, il se masturbait avec vous. Ensuite, il va y avoir des fellations. Il va y avoir des viols, également, même si la fellation est un viol. Vous, comment vous vivez ces différentes étapes? Je vis ça comme... Résigné? Oui, c'est ça. J'étais complètement résigné. La résignation complète. C'est comme si c'était presque naturel. J'avais pas le choix. À cette époque-là, j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse ce qu'ils me disent. Parce que après, j'avais peur de il avait des menaces envers ma famille. Enfin, c'était pas des vraies menaces, mais pour moi, c'était des vraies menaces. Il vous faisait croire. Il vous faisait croire qu'il allait pouvoir s'en prendre. Bien sûr. Moi, je faisais des cauchemars tout le temps. Enfin, j'ai toujours fait des cauchemars même avec l'âge. Pendant cette période, il y a l'envie de mourir, de mettre fin à tout ça? Oui, quand il y a eu quand j'ai détruit la cabane, parce qu'à un moment, je n'en pouvais plus et il fallait que je trouve une solution. Donc j'avais détruit la cabane Parce qu'à un moment, vous dites, finalement, cette cabane, c'est le lieu où les viols se passent, où les agressions se passent. Donc je vais détruire la cabane. Et je suis tranquille. Et ça va peut-être mettre fin aux agressions. Moi, dans ma tête, je dis, si je détruis la cabane, je suis tranquille. Ce qui peut être assez logique, en fait. Oui, il peut être logique, mais c'était pas du tout le cas, en fait.
C'est-à-dire que quand il a vu la cabane détruite, et c'est là où il a vraiment... c'est là où il m'a vraiment violé, en fait. Et là, il m'a violé et laissé sur le bas-côté. Parce que moi, je sais que j'ai perdu connaissance, ça je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et... excusez-moi. Et il m'a laissé comme une vieille chaussette, comme une merde, enfin, tout seul. Je me suis réveillé, il n'était plus là. Et j'étais tout nu. Des années après, vous vous souvenez exactement de ce qui s'est passé? Oui. Ah oui, oui. Je me rappelle même qu'il y avait des feuilles dans mon pantalon. C'est la violence et le choc qui vous a marqué? C'est la douleur que vous avez ressentie? Ah oui, complètement, ce jour-là? oui. Et puis aussi, après, avec les années, quand on prend de l'âge, on se dit aussi, évidemment, ce qu'il m'a fait, c'est atroce, mais après, le fait qu'il y ait le côté, c'est un ami, c'est un protecteur, et en fait, j'avais quelqu'un avec moi qui était là pour me protéger, et en fin de compte, il me fait du mal. Et ça, j'ai toujours beaucoup de mal à le supporter, en fait. Quand vous allez tenter d'en parler à votre maman, qu'est-ce que vous lui dites? En fait, je me suis réveillé plus de bonne heure que d'habitude, et ma mère nous a toujours préparé notre petit déjeuner, qu'on aille à l'école ou qu'on n'aille pas à l'école. Et j'étais réveillé un peu plus de bonne heure, et puis elle me dit, c'est bizarre, t'es réveillé de bonne heure, enfin bref. Et puis elle me prépare mon petit déjeuner, puis là je lui dis, maman, il faut que je te parle. Il faut que je vous parle, puisqu'on vous voit. Vous voyez votre maman? Oui, au Portugal, ils vous voient, les mamans et les papas. Et donc je lui dis, voilà, il faut que je vous parle. Il y a telle personne qui fait ci et qui me fait ça. Et dès que j'ai commencé à parler de la pénétration et de la fellation, et là, ça a été la catastrophe. Là, elle m'a pris pour un menteur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, ça a été... C'est-à-dire, à aucun moment, elle ne soupçonne que c'est vrai? Ah non. Ou alors elle fait semblant? Ah non, je pense qu'elle soupçonne que c'est... Enfin, pour elle, je raconte des bêtises. Mais vous avez quoi, 9 ans, 10 ans? J'avais 9 ans. 9 ans. Et à 9 ans, une maman se dit, mon fils, il me raconte qu'on lui demande de faire des fellations, il me raconte qu'il se fait violer, et il dit des bêtises. Ouais. Ma mère ne nous a jamais pris au sérieux. Hein. Ma mère a toujours été un peu... elle nous a toujours élevés correctement, mais elle a toujours été un peu dure avec nous, en fait. Mais vous ne pensez pas aussi qu'il y a ce blocage, parce par rapport à son éducation, sa religion, et elle se dit, je ne veux pas le voir, même si c'est vrai? Ah ben c'est possible, c'est possible. C'est possible. C'était très religieux. Quand on faisait une bêtise, elle disait, voilà, si tu fais une bêtise, je mets un papier dans le sac pour le donner à, je sais plus, à Jésus. Et puis quand tu fais quelque chose de mal, enfin, quand tu fais quelque chose de bien, je mets un papier dans un sac. Et quand tu fais quelque chose de mal, je mets un papier dans un autre. Et un, ça c'est pour Jésus, puis un, c'est pour le diable, pour le paradis et l'enfer. Elle nous faisait ça, enfin, elle nous racontait ça quand on était petits. Et donc, est-ce que je sais pas, c'est sa religion peut-être qui lui a fait ça, qui lui a fait. Mais elle n'avait pas envie de vous protéger, votre maman? Ben, j'ai pas eu l'impression, en tout cas. Ma maman, je l'aime beaucoup, mais elle pense beaucoup. Enfin, elle a 91 ans aujourd'hui, elle est toujours là, elle est toujours en vie. Hein. Mais ma maman a toujours beaucoup pensé plus à elle qu'à ses enfants. C'est ce que moi je pense, en tout cas. Mais Victor, vous me dites, ma maman, je l'aime beaucoup, mais est-ce qu'elle vous aime? Je sais pas. Je pense que oui, mais je sais pas. C'est affreux de ne pas savoir ça, non? Ouais. Je sais que... Aujourd'hui encore, vous ne savez pas? Non. Je pense qu'elle aime tous ses enfants, mais... Je pense pas que ce soit un amour de maman ou de papa. Enfin, ça peut être un amour de maman ou de papa. Comme moi, par exemple, pour mes enfants, voilà, c'est... Moi, j'ai toujours... Voilà, et aujourd'hui, même mes enfants qui sont petits, j'ai toujours écouté mes enfants. Moi, j'ai même été super trop protecteur, puisqu'ils avaient le droit de rien, justement, parce que j'avais peur qu'il leur arrive la même chose. Et elle vous a jamais dit « je t'aime » ? Non, je ne me rappelle pas, en tout cas. Mais même là, même... Ah si, oui, après... Après, elle vous l'a dit? Oui. Ah oui, âgé, oui. Plus âgé, elle vous l'a dit? Plus âgé, oui. Et vous l'avez cru? On écoute. Honnêtement, non.
Stéphanie Germani, docteur en psychologie, il y a plusieurs choses parce qu'il y a le traumatisme de l'enfant et puis il y a le rapport avec la mère qu'on vient d'aborder qui est presque tout aussi violent. Alors, je vais répondre à cette question, mais aussi mettre en évidence des éléments qui sont quand même fondamentaux. Je vous écoutais et je me disais, mais c'est incroyable tout ce que l'être humain est capable de supporter parce que vous avez toute une série de traumatismes. Alors, il y en a un qu'on a bien entendu, c'est les abus sexuels avec le jeune adolescent, mais il y en a d'autres. Et c'est important aussi de les signifier. Alors, déjà, de vivre dans une fratrie où il y a énormément de protagonistes, c'est très difficile pour trouver sa propre place, sa propre identité. Donc déjà, d'exister dans une famille nombreuse, ça demande beaucoup d'énergie à l'enfant pour pouvoir assumer son désir, pour pouvoir être présent. Donc là, je parle vraiment d'assises identitaires et narcissiques. Ensuite, on a un deuxième trauma qui est ses parents, alors qui se disputent, qu'ils soient violents. Bon, c'est leur affaire, mais normalement, lorsqu'on a des enfants, on les préserve de cette violence. Vous avez été continuellement pris dans une ambiance familiale destructrice, chaotique. Donc pour se développer, c'est là encore extrêmement difficile. Donc déjà, vous avez deux fragilités extrêmement présentes. Ensuite arrive la rencontre avec cette figure soi-disant protectrice qui va abuser de vous psychologiquement, physiquement. Donc forcément, là, ça... Je veux dire, c'est pas rien là tout ce qui s'accumule. Et cette mère, et je réponds à votre question, Jean-Marc, cette mère est complètement à côté du rôle maternel. Elle n'est pas du tout dans la protection et la fonction maternelle. À savoir, la parole de l'enfant, elle doit être entendue. Un enfant qui vient dire à son parent, ça ne va pas, je subis quelque chose à l'école, à l'extérieur, etc. Il n'y a pas à renier la parole de l'enfant. Et là, à ce moment-là, elle vous renvoie encore une autre violence. Donc toute votre vie, vos assises narcissiques ont été mises à dure épreuve. De la même façon, comme l'a très bien souligné Jean-Marc, quand cet agresseur sexuel vous met à une place de fille, là aussi les assises narcissiques, encore une fois, toute votre identité, elle est malmenée pendant toute votre construction. Et donc, tout simplement, moi je tiens à vous dire bravo d'être ici. Vous avez un parcours de vie qui est pas des moindres, et c'est toujours un miracle, je trouve, de voir des personnes qui sont capables de dire on peut s'en sortir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette émission et qui peuvent s'identifier, et à travers ce que vous racontez, ça laisse aussi entendre, malgré toutes les épreuves et les difficultés, on peut s'en sortir. Et donc moi j'ai juste envie de vous dire merci d'être venu et merci de partager ce témoignage. Alors c'est vrai, c'est intéressant la réaction de votre maman, parce que suite à l'étrange réaction de votre maman, quand vous lui dites tout, vous allez vous murer derrière dans le silence, parce que ça sert à rien selon vous de parler à ce moment-là, et les assauts de Luc vont continuer jusqu'à ce que vous ayez 10 ans. Mais un jour, l'adolescent vous annonce qu'il en a fini avec vous et il décide de vous violer une dernière fois, c'est en tout cas ce qu'il dit, mais au même moment, le père de Luc vous surprend. Fou de rage, il emporte son fils avec lui, ce sera la dernière fois que vous verrez votre agresseur. Face au déni de sa mère, Victor continue de subir les assauts de Luc, qui a reconstruit la cabane. Et alors que l'été bat son plein, et que les enfants sont en vacances scolaires, les agressions sont de plus en plus régulières. Mais un jour, alors que Victor est convié par Luc à un énième rendez-vous, l'adolescent lui fait une annonce des plus étranges. Il lui explique qu'il ne veut plus que Victor soit sa femme. Mais avant de le laisser partir, il abuse de lui une dernière fois. Et alors qu'il commence à le déshabiller, un homme pénètre dans la cabane. Il s'agit en fait du père de Luc. Fou de rage, en voyant la scène, il empoigne son fils pour le ramener chez lui. Un événement qui marque la fin d'un long calvaire pour Victor. Après cet épisode, Victor se sent enfin libre. Il essaye alors d'enfouir ses terribles souvenirs dans sa mémoire. Il tente de se reconstruire, tant bien que mal, mais devient un adolescent au caractère violent, qui peine à exprimer ses sentiments. À 15 ans, il fait la rencontre de Karine, une jeune femme qui l'apaise et dont il tombe éperdument amoureux. Très vite, ils s'installent ensemble et fondent leur propre famille. Mais Victor ne parvient toujours pas à se confier sur ce qu'il a subi durant son enfance. Et l'homme se veut très protecteur avec ses enfants.
à tel point que cela devient une source de tension dans la famille. Et ce n'est qu'à 46 ans, en regardant un film sur l'emprise, que le déclic se produit. Et il trouve enfin la force de raconter son enfance terrible à sa compagne. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec Victor. Ce dernier jour, vous allez voir votre agresseur, vous allez voir Luc. Ce jour-là, c'est assez étonnant parce que son père survient à ce moment-là. Et lui, vous avez dit avant, c'est la dernière fois. Enfin, il y a une connexion des hasards qui est assez incroyable, au fond. Parce qu'il vous dit, c'est la dernière fois que je te viole. Et c'est ce jour-là que son père débarque. Son père arrive, oui. C'est-à-dire que quand il me dit ça, c'est vrai que pour moi, c'est un soulagement énorme, évidemment. Hein. Tout le monde peut le comprendre. Mais le plus grand soulagement, ça a été quand même quand son père l'a attrapé et l'a malmené sur place. Il l'a vraiment tabassé, c'est le cas de le dire. Hein. Quand son père entre, il est en train de vous violer. Il me fait déshabiller. Il est en train de vous faire déshabiller. C'est pour lui, c'était la dernière fois, mais il n'a pas eu le temps. Son père est arrivé à ce moment-là. Je pense que son père devait savoir ou se douter qu'il faisait des choses avec des plus jeunes. Enfin, Parce que vous pensez que vous n'êtes pas le seul ? Je pense que je n'étais pas le seul, non. À l'époque, je ne savais pas, mais avec l'âge, en réfléchissant, on se dit, pourquoi qu'il m'a dit j'étais plus intéressant parce que je résistais plus. Je ne résistais plus à aucun de ses actes. Quand le père entre, il prend son fils, Luc, il frappe devant vous, et il l'emmène. Ouais. Et vous n'avez plus jamais revu. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais pourtant, c'était un voisin. Je pense que son père, c'est mon hypothèse, hein, je pense que son père l'a renvoyé au Portugal. Parce qu'ils étaient portugais aussi. Oui, oui. Je pense que son père l'a renvoyé au Portugal. Puisqu'après moi, je sais que quand je suis rentré, je suis resté une semaine à la maison. J'étais malade. Et après, je ne l'ai plus jamais revu. Et je pense que son père l'a envoyé au Portugal. Et d'ailleurs, son père, je l'ai croisé que 2 fois. Donc, est-ce que son père évitait, parce qu'il connaissait mes parents, son père connaissait mes parents. Et ça, vous le racontez à vos parents ou pas ? Non. Non plus. Et ma mère ne me croit pas dans ce que je lui dis. Et le père, la famille, ne va pas en parler à vos parents non plus ? Non, il n'y a personne qui en a parlé. Parce qu'ils ont honte, je suppose, par rapport à leur fils. Je pense qu'avec le père qui était peut-être au courant, aujourd'hui, en plus, enfin, lui, parce que moi je l'appelle lui en fait, parce que son prénom, je ne n'arrive pas. Aujourd'hui, je sais qu'il est décédé, donc il y a quelques années, et quand je l'ai appris, ça m'a ressoulagé en fait. C'est triste de dire ça, mais... Non, mais ça peut se comprendre. Vous allez grandir, vous allez vous forger un caractère plutôt dur et violent. Ouais, j'étais embêtant avec tout le monde. Les Noëls à la maison, voilà, celui qui faisait le bordel, c'était moi. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, même avec mes grands frères, c'était moi qui... Voilà, j'étais un peu le rebelle, enfin j'étais devenu rebelle, parce que j'avais quelque chose à extérioriser, et pour moi, c'était comme ça que j'y arrivais. Il y a des images aussi que vous ne supportez pas en grandissant. Vous ne supportiez pas l'image de 2 garçons qui s'embrassent, de 2 garçons qui se tiennent la main. Non, oui, ça, c'est vrai que voilà, j'avais... Parce que ça vous rappelle ce que vous avez vécu, j'avais beaucoup de mal avec ça. Mais le plus que j'avais de mal, c'était quand même si je voyais un adolescent avec... Même s'ils étaient frères, mais sans que je le sache, évidemment. Mais si je voyais un adolescent qui tenait un enfant par la main, tout de suite, voilà, c'est quelque chose qui me choquait énormément. Vous avez rencontré votre femme très jeune ? Oui, j'avais 15-16 ans. Ouais, vous avez 15-16 ans. Vous allez lui en parler ? Non, j'ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé à personne. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'en 2015. 2016. Donc pendant 30 ans, quasiment ? 25-30 ans ? Non, ça fait 40... ça fait le titre du livre que j'ai écrit, 40 ans de silence, en fait. C'est il y a 40 ans, quasiment, au jour pour jour. Et votre femme n'avait rien senti ? Je pense que les problèmes que j'avais... On a eu des soucis, hein, on s'est séparés plein de fois. Je pense que tous ces soucis-là, j'ai jamais été violent avec ma femme. Moi, j'ai une devise, c'est qu'une femme se tape même pas avec une rose, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais je pense que tous les soucis que j'avais, c'était lié à ça. c'était lié à ça, oui. Et un jour, vous lui en parlez? En fait, je lui en ai parlé quand j'ai fini d'écrire le livre. Vous l'avez écrit en secret, le livre? Ouais. Tout le monde savait que... Enfin, mes enfants, ma femme savaient que j'écrivais quelque chose, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Elle réagit comment, votre femme, quand elle apprend? La première chose, quand elle a lu, elle a pleuré tout de suite. Elle a pleuré tout de suite et elle s'est dit, maintenant je me rends compte de toutes les choses par où on est passé, quoi. Et vos enfants? Ben, mes enfants, mon fils voulait savoir son nom parce qu'il était prêt à aller l'attraper. Il avait quel âge, votre fils, quand il a su? Donc en 2015? Ben, aujourd'hui, il a 25 ans, donc il avait 20 20 ans. Et moi, j'en ai jamais parlé parce que j'avais honte, évidemment. Parce que quand on est petit, moi, quand j'étais petit, j'avais peur. C'était lui qui me faisait peur. Après, ça servait à rien d'en parler, puisque ma propre mère ne me croyait pas. Pourquoi en parler à d'autres personnes? Personne ne va me croire. Enfin, c'était ce que j'avais, moi, dans l'esprit, en fait. Et puis, avec l'âge, voilà, je me suis dit, bah, je garde ça en moi, je suis résigné, je garde ça. Et c'est en voyant un film à la télé qui m'a permis de mettre... Sur l'emprise, justement. Ouais, c'est le film qui s'appelle L'Emprise. L'emprise, voilà. Ouais, c'est ça. Et là, vous avez compris... Ce film m'a complètement choqué, dans le bon sens, Ouais. évidemment. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre une feuille et à écrire. Alors que j'ai horreur d'écrire je préfère l'ordinateur. Mais j'ai commencé à écrire. Et puis j'ai vu qu'en mettant des phrases, ça me faisait du bien. Enfin, des mots, ça faisait des phrases et ça me faisait un bien fou. Donc voilà, j'ai écrit. J'aurais pu écrire 300 pages, mais j'ai voulu vraiment écrire les moments qui m'ont le plus marqué à cette époque-là. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes remis de tout ça? Ou on se remet jamais? Je pensais que j'étais remis. C'est-à-dire que quand j'ai écrit le livre, et quand des personnes de ma famille l'ont lu, j'ai commencé à refaire des cauchemars. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années. Ça me revient encore des rêves aujourd'hui. Et là, avec je ne sais pas s'il faut que j'en parle maintenant ou pas, mais là, avec la préparation on prépare un film, et avec la préparation du film, ça devient encore pire parce que je vois des scènes. Ouais. Je suis derrière le moniteur et je vois et là, ça me remonte et du coup, voilà, j'ai des cauchemars qui me reviennent en fait. Votre maman a lu le livre? Je ne sais pas du tout. Vous lui avez envoyé? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle habitait chez un de mes frères. Et je sais que mon frère, lui, me l'avait acheté en... Vous aimeriez qu'elle le lise? Je pense qu'aujourd'hui, à 91 ans, puisque quand on lui parle de certaines choses de l'époque, que ce soit des choses familiales ou autres, elle dit toujours « Oh, je m'en rappelle plus, c'est vieux ». Donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup de l'embêter à cet âge-là avec ça? Elle va dire « Je m'en rappelle plus ». Et puis, donc je reste avec ça, mais peut-être que je devrais lui faire lire. Mais en plus, il faudrait que je lui lise, ou que quelqu'un lui lise, puisque ma mère a du mal avec elle a toujours du mal à lire français, à parler français, puisqu'elle ne s'est jamais intégrée complètement. Stéphanie Germani, il faudrait qu'elle le lise ou pas, ce moment, ce livre? Alors lire, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que les personnes ne sont pas éternelles. Et j'ai eu beaucoup de patients qui regrettent une fois que la personne, l'interlocuteur avec qui on devrait mettre des mots, ne soit plus là. Donc, quel que soit son âge, peut-être même si elle ne se rappelle pas, elle est encore vivante. Donc si vous avez des choses à lui dire, voilà, faut y penser, parce qu'après on peut vivre avec des regrets et une colère immense, parce qu'on n'a pas osé dire les choses aux personnes concernées. Donc moi je vous invite, si c'est possible pour vous, parce que quelque part le livre c'est déjà exprimer à son entourage notre position de victime, ce qu'on a vécu, nos traumatismes, et quelque part les mettre à l'écart. Mais les personnes à qui au départ on souhaite déposer toutes ces choses-là, ça reste en premier lieu la famille proche, et donc notamment les parents. Oui, tout à fait. Victor, Luc, on l'a compris, est décédé. Oui. C'est ça? C'est ce qu'on m'a dit. Vous n'êtes pas sûr? Je ne suis pas sûr. J'ai rencontré, c'est-à-dire j'avais été chez ma sœur qui habite toujours en Picardie, j'avais été passer un week-end là-bas.
Et on avait été avec son petit-fils à un terrain de football. Et il y avait un match et il voulait, enfin, son père au petit était là et il jouait au foot. Donc voilà, moi je regardais. Et puis j'ai rencontré un copain de l'époque. Et voilà, puis on a discuté de tout et de rien. Et il m'a dit, bah, tu sais qu'il y a un tel qui est plus là. Je dis, oh merde, dommage. Puis bien, il y a un tel qui est plus là, en parlant de lui. J'ai appris qu'il y avait eu un infarctus il y a plusieurs années. Voilà, c'est comme ça que j'ai... Alors, est-ce que c'est... Maître Lauralice Bouvier, de toute façon, c'est trop tard pour une procédure judiciaire. Là. Il y a prescription. Oui, il y a prescription. Alors, il y a 3 points, je pense qu'il faut peut-être rappeler. Comme vous l'avez très bien rappelé Jean-Marc, comme l'a très bien rappelé le docteur Germanier, et comme vous l'avez rappelé aussi, déjà, il y a un premier point qui est important, c'est le fait que votre maman ne vous ait pas cru. Et j'aimerais rappeler que, dans votre cas, on est dans le code pénal ancien, dans l'article 332 du code pénal ancien, qui s'appliquait à l'époque, mais l'interprétation jurisprudentielle voyait le viol comme un acte de pénétration d'un homme sur une femme. Ça explique aussi cette histoire, la question des mœurs. Le viol ne se voyait pas nécessairement entre hommes entre eux. Donc ce qui explique aussi peut-être ce point-là. Donc effectivement, les faits sont prescrits, puisqu'ils se prescrivaient à l'époque à 10 ans. La prescription, elle est acquise, donc on ne peut pas appliquer la nouvelle prescription. À 10 ans, ça veut dire 10 ans après les faits ? 10 ans après les faits. Et aujourd'hui, on a une prescription qui s'applique de 30 ans après après les 18 ans, après la majorité. Donc aujourd'hui, en fait, on peut porter plainte jusqu'à 48 ans, oui, pour être clair. Et à l'époque, comme ça s'est passé quand vous aviez entre 7 et 10 ans, donc ils pouvaient porter plainte que jusqu'à 20 ans. Exactement. Et là, les faits sont prescrits, la prescription est acquise, donc il n'y a pas moyen d'agir. La seule façon qu'il y aurait d'agir, ce serait éventuellement de saisir la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes, qui normalement impose un délai de prescription, mais dans des cas où la victime a été dans l'impossibilité de pouvoir agir, accueille des délais de prescription beaucoup plus larges. Oui, mais ça, c'est juste pour de l'argent. Ce serait juste pour de l'argent, mais pour une reconnaissance aussi du statut de victime. Ah, il y a une reconnaissance quand même du statut de victime. Il y a aussi une reconnaissance du statut de victime. Donc ça permettrait peut-être aussi de pouvoir vous aider à aussi dépasser cette épreuve éventuellement. Mais bien évidemment, il faut prouver les faits qui sont très anciens et ça va être toute la difficulté. Ben voilà, tout à fait. Comment prouver ces choses-là, quoi? Enfin, bah oui, c'est impossible. 40 ans après, c'est totalement... C'est pour ça que voilà, le fait d'avoir écrit le livre, je suis très content de l'avoir fait parce que c'est le côté préventif qui aujourd'hui m'importe. Et il reste une trace. En plus de ce que vous avez vécu. Et le film, c'est pareil, c'est la prévention pour voilà, avec la mère de mon village pour le faire passer dans un collège. Pour voilà, moi c'est ce que je veux, c'est que, enfin ce que je voudrais, c'est que ces choses-là n'arrivent plus parce que c'est. Et on voit les dégâts que ça fait. Complètement. Et donc vous avez raconté, vous le disiez, votre histoire dans un livre intitulé 40 ans de silence, dont on voit la couverture en ce moment, 40 ans de silence, qui est publié aux éditions The Book, The Book Édition. Merci beaucoup, Victor. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci d'être venu sur ce plateau.